Elles m'appelleront. Les mots de Bernard Pivot en 2016 sur les réseaux sociaux. Il a refermé le livre de sa vie. Bernard Pivot nous a quittés à l'âge de 89 ans. L'homme qui a fait lire des millions de Français, un très grand ambassadeur du livre, un militant de la relecture pour tous, a écrit la ministre de la Culture, Rachida Dati. Dati, oui, j'ai dit Dati, pardonnez-moi. En 1985, Bernard Pivot racontait à Michel Drucker la seule fois où il n'a pas lu entièrement un livre dans son émission. Il m'est arrivé une seule fois d'arriver à Apostrophe sans avoir lu complètement un livre. Et il y avait, sur les 4 ou 5 livres, il y avait un livre de 900 pages. Et j'étais arrivé, 1 heure avant l'émission, à la page 750. Et c'était un livre passionnant. Et j'en ai fait l'aveu à l'auteur, à Apostrophe. Je lui ai dit, écoutez, il faut que je vous dise, il me manque 150 pages. Et j'ai dit à cet auteur, mais demain matin, je vous promets que je lirai ces 150 pages. Eh bien, l'auteur l'a très mal pris. Mais très, très, très mal. Quelle horreur. Ah oui. Et je me suis dit que si jamais j'étais de nouveau dans cette situation, je ne referais jamais cet aveu. N'avouez jamais. Enfin, faut pas le dire ça à Fabius. Bon, allez, passons, allez. On est en 1985, il parle de Fabius parce que Fabius est Premier ministre à l'époque. Sur le direct à la télévision, Bernard Pivot. Je pense que le direct, c'est toujours quelque chose qui est important parce que il y a une prise de risque, aussi bien pour les écrivains qui étaient invités que pour moi, l'animateur. On ne sait pas ce qui va se passer dans une émission en direct. Vous faites venir 3 ou 4 personnes, ce qui souvent ne se connaissent pas. Pensez bien qu'Agege et Devaux ne se connaissaient pas. Et tout d'un coup, il y a un miracle. Et puis, il y a quelque chose qui correspond à un moment, vous savez, de cette époque. Apostrophe, c'est 75 à 90. Donc, c'est un moment de la télévision, c'est un moment de la littérature. Et tout ça concentré a fait une émission qui aujourd'hui, à ma grande surprise, est devenue une référence. C'est intéressant d'écouter ces archives parce que ce sont les archives d'Europe 1. Vous avez écouté sans doute beaucoup de voix depuis hier, beaucoup de séquences, mais ce sont des séquences on voit et on revoit et il y a moins le plaisir de les découvrir. Grâce à Sylvienne Denis, nous avons des documents qui sont inédits. Toujours Bernard Pivot, j'ai rêvé d'être un écrivain. J'ai même à un moment rêvé d'être un écrivain. J'ai écrit un roman. Oui. Le seul, je l'ai écrit, j'avais 21 ans. Après, je me suis aperçu que j'avais pas le talent, que j'avais pas la force de caractère, que j'avais pas l'endurance de l'écrivain. J'étais pas habité par le désir, l'ambition de consacrer mes jours et mes nuits à l'écriture. Et puis, je trouvais que j'avais un talent tout à fait bénin, modeste, et donc j'ai vite abandonné. C'est intéressant ce qu'il dit, et Yann Moix qui est dans ce studio pourra réagir là-dessus. C'est vrai qu'un écrivain, peut-être, ne fait-il que ça. C'est la fameuse question, le fameux choix de Marcel Proust entre son art et la vie. Il faut choisir, on ne peut pas faire les deux. Je ne sais pas, Yann Moix, si vous avez choisi l'art au détriment peut-être de votre vie. Cette question n'a aucun sens. Proust a été un immense écrivain parce qu'il a eu une vie extraordinaire. Après, il faut s'entendre sur le mot de vie. Proust n'a pas été aux Maldives, il n'a pas été en Chine, il n'a pas fait la guerre. Mais Proust avait une vie intérieure absolument extraordinaire. Donc c'est ce qu'on fait de sa vie intérieure, la manière dont on broie les événements dans son intériorité et la manière dont on régurgite sa sensibilité par écrit qui fait l'écrivain. Finalement, c'est un point de vue sur les choses. Il y a des écrivains immenses qui n'ont finalement rien vécu au niveau biographique, mais qui ont une sensibilité extraordinaire. Et puis des gens qui ont fait 27 fois le tour du monde et qui n'ont rien à dire. Raconter n'a aucun sens. C'est avoir à dire quelque chose, pas avoir quelque chose à raconter. Quelqu'un arriverait dans ce studio et vous poserait un choix de Sophie, un choix imbécile, bien sûr, et vous dirait vous avez le choix entre ne plus jamais faire l'amour et ne jamais plus écrire une page. Je choisis la littérature parce que j'ai fait suffisamment l'amour maintenant pour pouvoir me consacrer à autre chose. Si vous voulez, non mais il y a un déficit de nombre de livres par rapport au nombre d'orgasmes. Donc finalement, non mais j'ai encore beaucoup de choses à dire alors que l'amour, je sais maintenant, c'est pas que j'ai fait le tour, mais je vois ce que c'est quoi. Vous parlez d'amour physique ? Ah bah bien sûr, faire l'amour, c'est physique. L'amour physique n'a pas un intérêt extraordinaire, faut arrêter avec ça quoi. La pénétration, ça va bien 5 minutes. La fellation, d'accord. Parce qu'on voit le visage de la personne. Mais la pénétration, au bout d'un moment, c'est quand même quelque chose... Alors, je sais que c'est cérébral, mais il y a un truc physiologique là-dedans qu'on dépasse relativement vite, alors que la littérature, on n'en fait absolument jamais le tour. Par contre, il y a quelque chose d'important, c'est que si vous n'avez jamais fait l'amour physique, c'est difficile de pouvoir être un écrivain. Parce que l'amour, au sens large, ça implique des déceptions, des outrages, des humiliations, une ténacité et aussi peut-être une immensité, puisque Céline disait l'amour c'est l'infini mais à la portée des caniches, donc c'est consubstantiel.
Celui qui n'a jamais fait l'amour ne peut pas écrire un livre. Ce que j'aime avec Yann Moix, c'est qu'on est tout de suite sur l'essentiel. On est tout de suite dans des discussions intéressantes. On est d'accord ou pas d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains... Il y a peut-être eu des écrivains puceaux, des Paul Prébois de la littérature. Il y en a peut-être eu. Mais Robespierre, paraît-il, était vierge. Oh, il a eu une relation, en fait, rue du Faubourg-Saint-Honoré, chez les hôtes, avec les filles de son hôte. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est dans le péché qu'on devient écrivain. Il y a que les monstres qui deviennent écrivains. On dit aujourd'hui, le monde monstre est devenu tellement galvaudé. Je veux dire un truc très simple. Aujourd'hui, on dit, cet écrivain, faut le boycotter, cet acteur, faut le boycotter, ce réalisateur. Mais les artistes, Pascal, sont des gens qui ont choisi l'art parce que sans l'art, ils auraient été vraiment de véritables monstres au sens strict. Et ils ont écoulé leur tératologie, leur monstruosité par quelque chose qui est insupportable, qui est les œuvres, la musique, le cinéma, la littérature. Et pourquoi c'est insupportable de lire une subjectivité? Parce que, effectivement, on lit quelque chose qui a trait à la monstruosité. On lit l'œuvre d'un monstre. Proust était un monstre. Céline était un monstre. Jouandeau était un monstre. Monterland était un monstre. Mauriac était un monstre que vous aimez tant. Mais on leur reproche précisément ce qui a fait que leur œuvre a été rendue possible. Il est 11h13. On est au cœur d'un débat qui peut nous intéresser. Nous allons marquer une pause et parler évidemment de Bernard Pivot. Ce n'était pas un monstre, Bernard Pivot. Non, il avait des défauts. C'est qu'il n'en a pas. Non, mais je pense qu'il a fait beaucoup pour la littérature et je ne supporterai pas aujourd'hui qu'on dise des choses désagréables sur lui. Il a disparu, il a marqué notre époque, il m'a donné envie aussi d'être écrivain. Donc j'aimerais le célébrer aujourd'hui et pas regarder par le petit bout de la lorgnette. Il a fait des belles choses. D'ailleurs, chacun le célèbre aujourd'hui. J'ai pas entendu de voix discordante. Il a fait des belles choses. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'en avoir. Et je pense qu'il a servi la littérature française comme personne depuis. Je suis bien d'accord avec vous. Il est 11h14, on marque une pause et on est avec Yann Moix et vous pouvez évidemment même poser des questions à Yann. À tout de suite. On est avec notre ami Yann Moix qui a connu Bernard Pivot. Vous l'avez rencontré plusieurs fois. En exagérant, pensait que j'étais le meilleur spécialiste français de l'apostrophe. Et vous êtes le seul à tout connaître, à connaître toutes les émissions par cœur. C'est pas vrai, vous les connaissez toutes les émissions. J'en connais beaucoup. Et ce que je voulais vous dire, Pascal, une chose très importante par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on politise évidemment toutes les émissions, donc il y a des gens qu'on décide de ne pas inviter parce que ils ne sont pas politiquement fréquentables, d'accord? Pivot, qu'est-ce qu'il faisait? Il invite un fasciste un jour, il invite Maurice Bardèche. Le fasciste des fascistes, c'est le beau-frère de Brasillac, comme vous savez. Un fasciste, c'est vraiment un écrivain fasciste. Il l'invite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il invite Bernard-Henri Lévy en contrepoison. Et il y a un débat. Et Boris Bardèche se ridiculise ce soir-là, en ayant des mots extrêmement désagréables sur Simone Veil, même des mots odieux. Et en fait, c'est bon, Maurice Bardèche est définitivement radié des médias par sa seule bêtise et son seul venin. Et il y a Bernard-Henri Lévy qui se fait une joie de démonter intellectuellement, patiemment et intelligemment la philosophie de Bardèche. Aujourd'hui, on considère qu'un tel est ceci, un tel est cela, et donc il n'y a plus de débat. Et il faisait pareil en invitant des staliniens. Il était très malin parce que il invitait toujours des gens dont il savait qu'il y avait entre eux soit une affaire personnelle, ça c'est le petit pivot, soit une affaire intellectuelle, ça c'est le grand pivot. Et le petit pivot et le grand pivot étaient tout le temps mélangés dans la même émission. Alors, la séquence avec Bardèche, moi je me souviens de l'avoir vécue. 87, en direct. 1987. En direct. D'ailleurs, je pense que Bernard-Henri Lévy n'a pas une chemise blanche ce soir-là. Chemise noire. Effectivement, dans mon souvenir. Bardèche, qui était un grand intellectuel, qui avait fait des biographies, notamment de Léon Bloy, de Céline. Et de Balzac. Et de Balzac et aussi de Brasillac. Exactement. Et effectivement, cet échange, puisque Bernard-Henri Lévy dit à un moment, j'avais promis de ne pas m'énerver, mais il est d'ailleurs à côté de Bardèche. Monsieur Bardèche, je m'étais juré de ne pas me mettre en colère ce soir. Oui. Et il se met en colère. Bon. Et il y a des émissions, parce que moi je suis comme vous, j'en ai regardé beaucoup, sans doute pas autant que vous peut-être, mais j'ai vu en direct Marc-Édouard Nab avec Jean-Marc Roberts et Morgane Sportes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Incroyable. Si vous la regardez, vous verrez aujourd'hui que celui qui est ridicule, c'est Marc-Édouard Nab. Bien sûr. Totalement ridicule. Totalement ridicule. Mais ridicule. Bien sûr. Vraiment un guignol fascisant. Bien sûr. Face à des écrivains qui ne lui voulaient ni de mal ni de bien, qui s'en fichaient. Et la phrase géniale de Jean-Marc Roberts dans cette émission, qui résume tout de ce qu'est Nab, d'ailleurs d'une certaine manière. Le problème, c'est que quand on veut être
quand on fait dans le génie, faut être génial. Et voilà. Et le problème de Naples, c'est que c'est un sous-sosie de génie, quoi. Il n'a jamais eu un grain de génie. Je ne sais pas. Il résume tout. Je Robert, ne sais pas, mais en tout cas, il a tenté cette aventure très difficile d'être écrivain. Non, il a tenté cette aventure très difficile d'être Louis-Ferdinand Céline. Malheureusement, la place avait déjà été prise par quelqu'un d'autre. Il a fait un livre, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelait Le 26e livre, où il dit finalement, j'ai tout raté. J'étais avec Houellebecq dans le même immeuble, et puis moi, ça n'a pas marché. Je suis un ringard, je suis un nul, etc. Je résume ce qu'il avait écrit ce jour-là. Bon, il a tenté, ou il tente, et il tentera encore. Vous parlez mais revenons peut-être à Pivot. De microbes. Il y a, non, mais de microbes. Non, mais de vermine. Mais puisque, mais non, mais au régal. Non, mais au régal des vermines. Il faut parler de vrais grands écrivains, pas d'imposteurs. Vous avez eu chez Pivot Nabokov. Oui. Vous avez eu chez Pivot un écrivain que vous devez adorer, qui est un immense écrivain, qui est Marcel Jouandeau. Bien sûr. Vous avez eu des heures d'entretien d'homme à homme ou d'homme à femme, par exemple avec Marguerite Yourcenar, magnifique en 1980. Duras, Simenon. Simenon, fantastique. L'échange avec Simenon est formidable. Vous n'aimez pas l'échange avec Duras ? Non, parce que je n'aime pas Marguerite Duras. Donc je ne peux pas aimer un échange avec Marguerite Duras. Oui, sauf que Duras, elle est infiniment plus intéressante, je trouve, à écouter et à voir qu'à lire. Écoutez, moi j'ai du mal à la lire, à la voir, à la regarder, à l'entendre. Si, parce qu'il y avait quelque chose de... Tout est faux chez cette dame, et je pense... Mais vraiment, tout est faux. Comme disaient des proches, elle n'a pas écrit des conneries, elle en a aussi filmé. Oui, mais il y a quelque chose dans l'échange que je trouvais formidable. Moi, c'est une imposture totale, mais je me souviens de... Pardonnez-moi, mais elle dit dans cette émission des choses très intéressantes sur l'écrivain. Elle dit, c'est quoi un écrivain ? Quelqu'un qui vit en parallèle, en permanence, on est là, et puis ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fera de ce moment et qu'il l'écrira. J'avais trouvé que ça pouvait être intéressant. Très bien. Vous avez le droit. Non, mais vous avez le droit. Je me souviens notamment d'une émission à la mort de Sartre, parce que quand un grand écrivain mourait, Pivot lui rendait hommage. Et il y a là, ce jour-là, un petit bonhomme qui s'appelle Benny Lévy, qui est en fait l'ancien Pierre-Victor maoïste, et qui est Benny Lévy, et qui était un grand sartrien. C'est lui qu'on a accusé d'avoir fait dévier Sartre de sa philosophie au dernier moment, en faisant de Sartre une sorte de Emmanuel Lévinas plus, enfin un Sartre juif. Et il démonte ce soir-là Raymond Aron d'une manière définitive. Je me souviens très bien, j'étais tout petit, je l'avais vu en direct, j'avais rien compris, mais je l'ai revu depuis. Et en fait, on s'aperçoit que ce petit bonhomme de Benny Lévy a une puissance de feu théorique et philosophique 100 fois supérieure à celle de Raymond Aron, car... Vous m'étonnez, parce que je suis un fan de Raymond Aron. Mais alors, justement, j'aimerais bien qu'on en parle. Citez-moi un seul livre de Raymond Aron qui est resté. Vous savez qu'il y a, dans l'œuvre de Raymond Aron, aucun livre qui est encore lisible aujourd'hui, et surtout pas ses mémoires, ou son seul fait de guerre, je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire qui est le véritable Raymond Aron. Le spectateur engagé, c'est formidable. Et je vais vous dire à quel point vous vous trompez sur Raymond Aron. Dans les œuvres de Raymond Aron, je connais bien ses mémoires, paru en 1983, que j'ai relu récemment. Spectateur engagé. Sa seule obsession, c'est de montrer que quand Sartre avait 14 en philo, lui, il avait 15 et demi. Non mais, il a un orgueil, une vanité absolument déplacé, et je trouve que ce qui anéantit complètement la grandeur de Raymond Aron dans ce livre, c'est que le dernier tiers du livre est intégralement consacré au petit bruit de couloir de l'Express, mais en fait, le vrai Raymond Aron, il existe, mais c'est pas Raymond Aron. Le grand philosophe de droite de cette époque-là, c'est Jean-François Revel. Jean-François Revel, on peut lire son journal, effectivement, qui est absolument formidable. Alors, dans ces grands souvenirs que vous avez d'apostrophes, peut-être Solzhenitsyn, peut-être Marguerite Yourcenar, peut-être Simenon, peut-être des échanges aussi. Moi, j'ai vu une seule fois Bernard Pivot, intimidé, d'une certaine manière. Et ça dit beaucoup. C'est l'émission avec François Mitterrand. Il y a eu 2 émissions avec Mitterrand. La première, elle est formidable, elle est en noir et blanc. Mais il y a une deuxième émission qui est en septembre, à la rentrée. Et Mitterrand devait tellement être impressionnant que ce jour-là, il n'a pas le côté jubilatoire, faconde qu'avait parfois, Pivot, comme si Mitterrand était une sorte de soleil noir et qu'il éteignait tout. C'est marrant que vous disiez ça, parce que j'ai déjeuné avec le commandant Proutot il y a quelques jours, enfin le colonel Proutot, Christian Proutot. Il me dit la seule personne qui l'a vraiment impressionné de sa vie, c'est Mitterrand. Mais il a été impressionné par une deuxième personne en 1985, Pivot, Jane Fonda. Et on voit que devant Jane Fonda, il est complètement infantilisé. Il bredouille. Et il le dit, au bout d'un moment, il dit, je suis obligé de vous le dire. Il est complètement, c'est un enfant. Et on le voit pour la première fois, amoureux, sexuel, anéanti par la beauté de Jane Fonda. Vous vous souvenez de l'émission avec Bernard Tapie et Guy Hockenheim qui sont sur le plateau ensemble ? Oui, alors ça avait été violent. Moi, j'ai demandé à Bernard Tapie là-dessus. Et avant l'émission, ça c'était du Tapie, il était allé voir Guy Hockenheim, qu'il avait quasiment massacré en loge, et l'autre était tétanisé.
Guy Ockeghem, pour moi, était une sorte de... Alors, il a sans doute fait beaucoup pour la cause homosexuelle et il a eu son importance dans l'histoire des idées et aussi dans l'histoire de l'homosexualité en France. Guy Ockeghem a eu son importance. Mais toutes les émissions que j'ai vues avec lui chez Pivot, il était insupportable. Il était d'une intolérance totale et surtout, il avait un petit air de supériorité, mais vraiment systématique, qui, à mon avis, faisait beaucoup de mal à ses démonstrations. Est-ce que Jean d'Ormesson est un grand écrivain ? Non, Jean d'Ormesson n'est pas un grand écrivain du tout. Mais non, mais il a passé sa vie... Non, mais faut savoir ce qu'on veut. Non, mais Pascal, il a passé sa vie à le dire. Bah, je suis d'accord avec lui. Il a passé sa vie à dire je ne suis pas Chateaubriand, je ne suis pas Proust, et vous alors je ne suis pas Stendhal. Bah non, tu n'es pas Stendhal, camarade. Et quand quand Jean d'Ormesson vous disait je ne suis pas Stendhal ou je ne suis pas Proust et que vous lui disiez oui Jean, et ben il vous en voulait. Bon oui mais vous Yann Moix, alors vous êtes Stendhal, ça dépend. Par rapport vous êtes un meilleur écrivain que Jean d'Ormesson. Par rapport à Stendhal, je n'existe pas. Mais par rapport à moi, c'est Jean d'Ormesson qui n'existe pas. Mais c'est l'évidence même. Mais non mais vous voulez que je sois franc. Non, mais... Vous trouvez que vous êtes un plus grand écrivain que Jean d'Ormesson? Pour moi, il n'est pas un écrivain. Ce n'est pas un écrivain. C'est quelqu'un qui aurait rêvé d'en être un et qui a fait toute son œuvre sur le fait qu'il en aurait rêvé. Eh bien, malheureusement, il n'en a pas été un, c'est tout. Mais bon, je veux dire, qui est grand écrivain selon vous aujourd'hui? Non, mais dans les vivants. Dans les Français ou dans les étrangers? Dans les Français. Dans les Français, j'en vois malheureusement Emmanuel pas beaucoup. Carrère. Non, pour moi, c'est un excellent journaliste qui écrit des bons livres. Mais il écrit comme un journaliste, mais j'ai beaucoup de respect pour lui parce que il écrit... Écoutez, journaliste, écrivain, on peut en parler pendant des heures. Hemingway, il est journaliste ou il est écrivain? Je n'aime pas Hemingway. Je mets dans la case... Vous n'aimez pas Hemingway, on va marquer une... Vous n'aimez pas Hemingway? Mais vous n'avez pas honte? Non, en fait... Mais pourquoi vous n'aimez pas Hemingway? On peut pas tricher avec ses goûts. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas Yvette Horner, mais c'est pas de ma faute, alors qu'elle a du génie. Mais elle a du génie. Elle a du génie à l'accordéon, mais j'aime pas l'accordéon. Non, mais la frontière écrivain, journaliste, Tom Wolfe. Je n'aime pas Tom Wolfe. Bah oui, mais bon. Faulkner, c'était pas un journaliste, j'aime Faulkner. Et Paul Auster qui est mort, vous aimiez? Quand un écrivain disparaît, ça me fait toujours beaucoup de mal. Je détestais Paul Auster comme écrivain. Voilà, j'aime pas son œuvre, je suis pas rentré dedans, j'aime pas ça. Ça me tombe des mains, c'est froid. Je suis d'accord avec vous. Ça me tombe des mains pareil. Mais c'est là que vos questions sont difficiles. Je peux considérer quelqu'un a du génie et pourtant je ne rentre pas dedans et je n'aime pas. Hemingway a peut-être du génie, simplement c'est pas fait pour moi. Quoi, c'est pas qu'il a du génie Hemingway, c'est que c'est un raconteur d'histoires extraordinaire. Et moi j'aime pas les gens qui me racontent des histoires. Il est là le problème. J'aime les écrivains qui témoignent. Et moi je n'aime pas les écrivains qui racontent. J'aime les écrivains qui disent. Mais moi je vais vous dire, parce que moi je vous lis, et finalement ce qui est le plus intéressant chez vous, c'est vous. Et c'est pour ça que le journal que vous écrivez, je le trouve extraordinaire. Merci Pascal. Parce que je pense que le roman, aujourd'hui on peut avoir une réflexion sur le roman. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça passionne les uns et les autres parce que il n'y a pas assez de vous dans le roman, d'une certaine manière. Ce que j'aime, c'est chaque ligne, chaque moment où vous dites vous ce que vous pensez de tout. C'est ça. On se rejoint parce que finalement les très grands écrivains que j'admire sont des gens qui tiennent leur journal. Stendhal tient son journal. Monterland a écrit d'une certaine manière son journal. Suran, même si Suran c'est répétitif quand même, parce que vous m'avez fait lire Suran. Oh, c'est un génie. Je suis d'accord, mais c'est répétitif. Oui, mais attention, les carnets de Suran que je vous ai conseillés, Pascal, c'est des choses à lire comme ça une fois de temps en temps, à feuilleter au hasard presque. C'est des gros carnets que lui-même a écrits au débeauté près de sa table de chevet. La pause. Vous êtes, c'est bien d'interroger Yann Moix parce qu'il est sans filtre. Mais non, mais il y en a marre des filtres. Mais je suis d'accord, Pascal, je peux vous dire un truc très très vite. Oui. Mais après la pause, vous allez dire. D'accord. Il est 11h28 parce qu'on est en retard. Ça va vous intéresser ce que je vais vous dire. J'espère. Non mais vous allez voir. J'espère que vous allez m'intéresser. Il est 11h28. D'habitude, Yann Moix est dans une piscine en train de nager. J'en sors là. Mais là, il est dans les studios bleus d'Europe 1. À tout de suite. Yann Moix est avec nous. On va être avec Emmanuel qui est libraire et c'est bien d'être avec vous. Je le disais parce que vous êtes sans filtre. Vous prenez beaucoup de risques à mon avis parce que je vous exposez. Dire un truc, Pascal, parce qu'on a été coupé. Vous remarquerez, si vous allez sur les sites de l'INA, etc., que comme par enchantement, les années où on pouvait boire et fumer à la télé, c'est aussi celles où on pouvait débattre. Je suis d'accord. C'est étrange que le débat était consubstantiel à la cigarette et à l'alcool. Je n'ose pas dire... Si, je le dis sans arrêt. J'ai tellement adoré cette époque, cette liberté, ce que vous avez dit tout à l'heure, où tout le monde pouvait parler ensemble. J'ai vu des débats où des pétainistes et des anti-pétainistes sont présents ensemble. Une émission célèbre des dossiers de l'écran, avec Alain Pétain. Exactement, où vous avez autour de la table, il y a encore Isorni qui est vivant. Et ce qui est fascinant, Monsieur Lefranc c'est que du coup, pour le téléspectateur, il en ressort quelque chose, parce que de la contre
contradiction, il sort quoi, Pascal? Un avis personnel. Et il me semble qu'il y a un peu plus d'intelligence aussi et de culture autour de la table qu'aujourd'hui. Mais pour terminer sur les écrivains, parce que vous m'avez dit qui ne l'était pas, aujourd'hui, qui, dans le paysage littéraire français, est à vos yeux un bon ou un grand écrivain? Non, je vais vous donner 2 exemples d'écrivains que j'aime beaucoup. Michel Houellebecq, c'est un écrivain qui m'intéresse parce qu'il a des choses profondes à dire sur la société. Il y a un écrivain dont j'avais été extrêmement impressionné en 2012, je crois, pour un livre qui s'appelait L'art français de la guerre, qui s'appelait Alexis Génie. Et je trouve qu'Alexis Génie est un très grand écrivain, et malheureusement, il n'est pas suffisamment mis en valeur. Mais un des grands livres de ces 15-20 dernières années, c'est L'art français de la guerre d'Alexis Génie. Et vous lisez, 2012. Vous lisez aujourd'hui... et chez les femmes, j'aime aussi... Alors, c'est une amie, mais j'aime aussi son... C'est parce que j'aime son œuvre que c'est une amie. J'aime Christine Angot. Et vous lisez la production littéraire française? Je regarde, et quand quelque chose me happe, je lis, mais je lis essentiellement des classiques, en fait. Des livres que j'ai en retard, par exemple des grands écrivains que j'ai découverts sur le tard. Et par exemple, Faulkner, je l'ai découvert sur le tard. Nabokov, je l'ai découvert un peu tard. Ça m'est toujours tombé des mains, Faulkner. Oui, mais un jour, je vous ferai je vous soulignerai les passages intéressants. Exactement, mais sans doute, mais des palmiers sauvages, tout ça. C'est comme, vous savez, le fameux livre de l'Irlandais. Joyce. Ulysse. Non mais Ulysse, on pourrait en parler des heures et des heures parce que non mais je ne sais même pas. Non, parce que, là, en fait, là, je comprends pas. Donc alors, comme ça. Non mais Ulysse, c'est comme un voyage. Il faut un guide pour vous accompagner. Sans doute. Alors Emmanuel qui est libraire, parce qu'on parle quand même de Bernard Pivot. Bien sûr, vous pourriez animer vous une émission littéraire? Ça m'intéresserait pas plus que ça, dans la mesure où il faudrait inviter des gens très intéressants toutes les semaines. C'était possible en 1975. Je doute qu'aujourd'hui on puisse trouver autant de gens puissants par semaine. En même temps, mensuelle. Il n'y avait sans doute pas des écrivains chaque semaine aussi puissants que Solzhenitsyn. Vous avez raison, mais son grand secret à Pivot, et ça c'est ce qui fait toute sa noblesse, c'est qu'il lisait intégralement tout. Et c'était le seul. Emmanuel est libraire. Emmanuel, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes libraire depuis combien de temps, Emmanuel? Oh, ça va faire une vingtaine d'années maintenant. Et vous êtes libraire dans quelle ville de France? Alors, j'ai été libraire à Roanne, j'avais une librairie à moi. Ensuite, j'ai arrêté parce que, ben voilà, Internet étant là, il y a quand même beaucoup de gens qui passent par Internet. Et Roanne est une petite ville qui commence qui a beaucoup dépéri, on va dire. Et maintenant, je travaille, alors c'est un peu particulier, je travaille dans une abbaye, je suis libraire dans une abbaye. Mais on vend de tout, en fait. Dans cette petite librairie, on est la dernière sur tout le Rouennais, en fait. La part de la littérature dans vos ventes quotidiennes, Emmanuel? Et la majorité, quand même. D'accord. Donc, c'est quand même, on a encore un public de lecteurs. Lecteurs, lectrices? Lecteurs, plus lectrices quand même peut-être, mais surtout parce que nous on note en tant que libraire, il faut pas donner des livres compliqués quoi. Moi j'ai noté une baisse de niveau qui est absolument hallucinante. Aussi bien chez les jeunes que chez les vieux d'ailleurs. En fait, avant, moi je me souviens, on vendait vraiment de la belle littérature. Maintenant, non, il faut pas que ce soit trop compliqué. Si c'est trop compliqué, là on a. Et Yann Moix, vous trouvez qu'il est compliqué ou pas compliqué pour les lecteurs? On a une vente sur lui, mais non, c'est pas trop compliqué. Ça va. Je pense que ça les intéresse parce qu'il est connu. C'est malheureux de dire, mais tout est en parallèle par rapport à la télé ou des choses comme ça. Et comme il apparaît quand même assez souvent, voilà. C'était vrai déjà avec Bernard Pivot pour le coup, parce que un passage chez Pivot faisait vendre. Oui, tout à fait, mais bon, c'est le niveau qui a changé. C'est-à-dire que quand Pivot il invitait des écrivains, c'était des vrais écrivains. Maintenant, on a beaucoup. Enfin, pour moi personnellement, c'est des reportages améliorés, c'est des choses comme ça. C'est pas vraiment de l'écriture en fait. Quels sont les grands livres que vous ayez lus en tant que libraire, livres français et dans un genre, dans le genre romanesque que vous conseilleriez? Je sais pas trop. Pour le coup, comme je suis en religieux, je lis beaucoup de religieux pour tout vous dire. Moi, j'aimais beaucoup Kessel, j'aimais beaucoup Mauriac. Je relis souvent. À l'heure actuelle, je suis pas fan en fait. Je peux pas vous dire que je suis obligée de regarder un peu tout, mais je ne suis pas. Il y a Emmanuel Schmitt qui fait une vente absolument démentielle.
Donc je suis pas toujours d'accord avec, mais enfin c'est pas grave. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, et Pivot, les souvenirs de Pivot, Emmanuel? Alors Pivot, c'est un souvenir assez particulier parce qu'en fait moi j'avais des parents qui étaient contre la télévision. Donc on n'avait pas la télé tant qu'on n'avait pas notre bac, voilà, c'était le truc. Donc comme j'étais la dernière quand j'ai eu mon bac, eh bien là on a eu la télévision et c'était des souvenirs de famille aussi au départ. Et toutes les fois qu'il y avait apostrophe, donc tout le monde se mettait, toute la famille se mettait devant la télé et on écoutait Pivot et on appréciait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas qui c'était qui m'a téléphoné, mais c'était aussi cette délicatesse qu'il avait par rapport à s'effacer et à laisser parler les personnes en face. Il savait poser juste la question, en fait, qui allait relancer. C'était vraiment passionnant. Et puis après, nous, en tant que, on allait chercher les livres qu'il conseillait, quoi. C'était ça. Yann Moix est avec nous et Yann, il est des deux côtés. Il est parfois intervieweur et interviewé. Il a été intervieweur lorsqu'il était dans l'émission de Laurent Ruquier, puis parfois il est interviewé en tant qu'écrivain. Qu'est-ce que vous attendez d'un échange avec un journaliste quand il vous pose des questions sur le livre que vous avez écrit? J'attends une seule chose, et Bernard Pivot savait le faire, c'est qu'il lise le livre. Et ça, Pascal, je vous le dis en face, peut-être que vous êtes une exception, ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis très longtemps. Je vais pas donner de nom. Mais vous savez, quand quelqu'un a lu votre livre... Vous venez de sortir Visa, par exemple. Il se lit en un quart d'heure. Voilà, ça se lit... Il fait 80 pages, c'est gros comme un oui-oui à l'intérieur. Les gens l'ont lu, ceux qui vous il faut 15 minutes de sa vie. C'est pas 15 minutes. Non, mais 15 minutes, c'est 2 heures. 2 heures. On lit 40 pages à l'heure, a priori. Très bien. Je pense que Bernard... Nicolas Caro, l'autre jour, m'a dit qu'il lisait 80 pages à l'heure. Nicolas Caro, qui est le spécialiste littéraire d'Europe 1. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Comme le premier journaliste qui vous interroge n'a pas lu le livre, et que ces questions sont reprises par son collègue, en fait, on vous repose 27 fois la même question, qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y a dans le livre, mais tant pis. Voilà. Et c'est le jeu. Bon, et c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a quand même des gens que vous croisez dans ce métier qui ont lu vos livres et qui sont des bons intervieweurs? Les libraires, en fait, j'aimerais leur rendre hommage parce que Bernard Pivot a disparu, mais les libraires sont toujours là. C'est un métier difficile, exigeant, et ils sont effectivement essentiels. Et moi, je trouve ça très bien qu'ils donnent leur avis. Et ils donnent pas toujours un avis favorable pour mes livres, Dieu soit loué. Mais je trouve que les libraires font un métier vraiment fondamental dans la société actuelle. Fondamental. Et je les remercie parce que c'est quasiment devenu un métier à la fois subversif et clandestin. Moi, je suis comme vous, j'aime bien les libraires qui donnent, qui font des petites notes sur le livre, parce que c'est pas que des vendeurs. Oui, c'est des conseils, bien évidemment. Donc, je peux apprécier cela. Alors, on a écouté beaucoup Bernard Pivot, notamment grâce à Sylvaine Denis et les archives de Sylvaine Denis. On n'a pas écouté Fabrice Lucchini avec le questionnaire de Proust. Pour terminer, vous, votre mot préféré? Mon mot préféré, c'est vraiment un seul mot. Oui, vous me limitez à un mot total. Oui. Non, mais vous faites vite, hein. Oui, je vais très très vite. Croquis. Le mot que vous détestez? Médiocre. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Espèce de petite fiente. Bon, vous n'avez jamais fait ni bouillon de culture, ni apostrophe, évidemment. Non. Bon, justement, comme on va se quitter, il est 11h43, je vais vous proposer le questionnaire, si vous en êtes d'accord, de Bernard Pivot. Pas prévenu, hein. Même s'il faudrait peut-être un peu réfléchir, vous avez raison, parce que d'abord, c'est des questions intimes, et puis ça vient pas forcément immédiatement. Mais quel est votre mot préféré, votre juron préféré? Mon mot préféré, libellule, parce que je trouve qu'il ressemble à l'animal. Mon juron préféré, je déteste les gros mots. Je déteste ça. J'ai pas de juron préféré. Votre drogue préférée? La natation. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Journaliste. Mais non, mais c'est pas de la provocation, parce que non, mais ça veut dire que j'aurais écrit, mais j'aurais tapé juste à côté. J'aime beaucoup les journalistes, hein, c'est pas du tout une attaque. Mais ça veut dire que j'aurais été à 2 mm de ce que j'adore faire, écrire, sans être dans la bonne case. C'est pour ça que je dis ça. Je trouve que le parallèle que vous faites entre journaliste et écrivain, il y a des passerelles. Alors, je vais vous dire le vrai métier que j'aurais pas aimé faire. Philippe Labro. Chirurgien. Voilà, Philippe Labro a écrit des romans, des récits et également des articles où il est évidemment écrivain. Si vous dites à Philippe qu'il n'est pas écrivain, d'abord vous allez le vexer. Il est écrivain, journaliste. Voilà. Et ces passerelles sont évidemment existent fortement. Le bruit que vous préférez? Le bruit de l'eau. C'est cool. Et celui que vous détestez? Tous les autres, je déteste les bruits.
Et alors les bruits de moto, je souhaite la mort de tous les motards parisiens. Non, attendez, laissez-moi finir ma phrase. Mais attendez, là, si cette phrase s'arrête là, je suis mort moi-même. Non. Qui, vers 2h30 du matin tous les soirs, passe sous mes fenêtres. Bon, vous habitez dans quel quartier? Je vais pas le dire, parce qu'ils vont venir passer sous mes fenêtres. Qui pour illustrer un nouveau billet de banque? En France? N'importe qui. A priori, un billet... de toute façon, il n'y a plus de billets français, ça ne vous a pas échappé. Non, mais en Europe, vous voulez dire? Forcément en Europe. Simone de Beauvoir. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un chat. Pour être un peu calme. Enfin, quoi que c'est une espèce très stressée, les chats. Vous trouvez que vous n'êtes pas calme? Vous savez, les chats, c'est à la fois des prédateurs et des proies. Et donc, ils sont schizophrènes. Ça me va bien. Vous êtes en forme? Mais j'ai toujours été en forme, Pascal. C'est vous qui l'étiez pas le jour où je l'étais, vous l'avez pas remarqué. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort? Cette fois, mon vieux, c'est à toi de croire en moi. Merci Yann Moix, moi je vous aime beaucoup. Merci Pascal. Parce que vous avez beaucoup de talent. Merci Pascal. Vraiment beaucoup de talent. Je pense que chacun, vous avez même, vous savez, on écrit évidemment quand on est journaliste et on écrit des portraits parfois et moi je pioche dans votre journal et on a un sentiment qui est pas agréable d'ailleurs, qui est pas très noble, c'est que parfois on est un peu jaloux. On se dit, oh, ce Moix. Mais quand vous tomberez sur votre portrait dans mon journal, vous direz, ça je l'aurais mieux fait. mais c'est vrai qu'il y a, c'est des pages célèbres, vous avez écrit sur Léa Salamé, sur Raphaël Glucksmann notamment. Je pense à ce portrait parce que très souvent je le fais lire à des amis. Je trouve que c'est d'une justesse, d'une intelligence et puis c'est aussi d'un courage parce que c'est pas agréable parfois de dire des choses déplaisantes. Vous croyez que c'est agréable d'être moi? Pascal, c'est un métier. En tout cas, ça me fait plaisir parce qu'on peut rire avec vous. L'humour est consubstantiel à la vie. Vous savez ce qu'a dit notre écrivain préféré, Monterland? Enfin, un de nos. Oui, moi j'adore Mauriac. Oui, je sais, mais Monterland est un immense écrivain oublié. Il a dit... Et son théâtre notamment. Le jour où on cesse de prendre la vie au sérieux, elle devient délicieuse. Oui. Alors, nous, on a aussi la chance, disons-le, de traverser la vie d'abord en bonne santé. Et je pense que c'est l'essentiel. On en parlait hier, cher Yann. Et puis de faire des métiers qui nous intéressent. D'avoir cette liberté. Et tout le monde ne l'a pas. Je sais, Pascal. Je trouve qu'on a beaucoup de chance, pour tout vous dire. Je ne sais pas si vous avez cette conscience. J'ai la conscience. Alors, moi, vraiment, je le dis, mais sans... Pascal. Chaque matin, je me dis, j'ai beaucoup de chance. J'ai la conscience de deux choses. D'avoir une chance inouïe. Et j'ai aussi la conscience d'avoir tout donné pour obtenir cette chance. Il est 11h47, la pause. Merci Yann Moix, on change de sujet.